On s'arrête pas parce que la phrase la plus connue dans ce milieu du spectacle, c'est Show must go on. Ouais. Ça a commencé d'abord par des élongations, par des tendinites. C'est à tel point que je pouvais plus ouvrir de porte, je pouvais plus faire ce mouvement-là. J'en suis même arrivée à avorter sur scène. Bienvenue la Chica, nous sommes ravis de t'accueillir. Alors Sophie Fustak pour les intimes. Pour ma part, je t'ai découverte et interviewée à l'époque de ton précédent groupe Threesome Sisters, que tu formais avec Bastien Picot et Flore Mata. Et chacun de vous ayant désormais son projet solo. Et avant ça, tu travaillais pour d'autres. Yael Naïm, Pauline Croze, Christophe Mahé, Mayra Andrade. On a fait des recherches. Entre autres, ouais. Entre autres, Pas mal. Mais moi, c'est pareil. En fait, je t'ai rencontrée aussi avec Threesome Sisters. Enfin, je t'ai connue comme ça. Et c'était à une soirée inouïe du Printemps de Bourges. C'était au Divan du Mont, je crois. Il y a longtemps. Et après, on s'est rencontrés pour la première fois lors d'un de tes premiers shows solo, il me semble, au Hasard Ludique. Au Hasard Ludique, je me souviens. Ouais, et je me souviens d'avoir été subjuguée déjà par la performance, mais ensuite, t'es venue vendre du merch et on avait pu se parler, et en fait, on a parlé du Laos. Oui, je me souviens. Et comme mes parents sont originaires de ce pays-là, j'avais tout de suite dit genre, ça y est, c'est gros crush, quoi. Elle connaît le Laos. C'est ça. Oui, parce que toi, t'es originaire du Venezuela. À moitié, oui, par ma mère. Ouais. Et du coup, ta musique, elle est vraiment habitée par ta culture sud-américaine que tu mélanges à l'électropop contemporaine. Tu chantes en espagnol et tes chansons sont comme des baumes guérisseurs aux vertus chamaniques qui prennent effectivement toutes leurs dimensions sur scène. Tes concerts prenant vraiment des allures de grand-messe à certains moments. Et tu as récemment mêlé ton répertoire à celui du pianiste et compositeur Marino Palma aka El Duende sur scène et sur disque. Et on a choisi effectivement de t'inviter aujourd'hui pour une raison simple. Après ces nombreuses années de carrière, ton physique est mis à rude épreuve. Il est vrai. On a entendu dire qu'il y avait eu des histoires d'élongation, de bursite au coude, de dos abîmé, d'intolérance alimentaire qui était quand même assez sévère. Une élongation, c'est... Une élongation, ça signifie qu'un muscle a subi un étirement intense, et la bursite, c'est une inflammation douloureuse des petits sacs de liquide qui joue le rôle un peu de coussinet au niveau des articulations. Voilà. Tout à fait. Avec l'image, c'est encore mieux. J'aime bien parce qu'Alex, elle fait toujours les définitions un peu médicales, tu sais. Et du coup, est-ce que... c'est quoi les symptômes que tu as par rapport à tout ça, et qu'est-ce que tu ressens physiquement aujourd'hui, et ce que tu as pu ressentir aussi auparavant par rapport à tout ça? Alors, c'est une longue réponse qui vous attend. Écoute, on est là. Parce qu'il y en a eu des choses. C'est vrai qu'au fur et à mesure que les années passaient, forcément, mon corps en prenait un coup. Ça a commencé d'abord par des élongations, par des tendinites, par le fait d'être constamment en train de porter du matos, de le faire pas forcément dans le bon état. On porte du matos à un lendemain de concert ou après un concert, alors qu'on n'est pas concentré sur cette action, soit on est encore un peu dans une autre dimension de ce qu'on vient de vivre, donc on est moins conscient de ce qui est en train de se passer autour de nous. Ou alors, un lendemain de concert, en général, on est fatigué parce qu'on prend rarement le train le lendemain à 17h. En général, on parle très tôt, on dort très peu. Pour peu qu'on n'ait pas beaucoup de rythme, peu de sommeil, un décalage au niveau des dîners, de la nourriture, on n'est pas en mesure de faire n'importe quoi avec son corps. Sauf qu'on le fait quand même parce qu'il n'y a pas le choix. Donc on se donne pas toujours les moyens d'être conscient. C'est pas évident. Donc on se met à porter des choses sans penser à la position de départ. On se fait très facilement mal aux reins, mal au dos, mal aux épaules. En l'occurrence, moi, la bursite, elle a été due à ce mouvement que je faisais de soulever une valise qui était très lourde, avec beaucoup de matos dedans. Et à force de faire ce mouvement-là, il y a un truc qui s'est mal passé au niveau de la... Comment on appelle ça, l'articulation? Ouais, l'articulation. Ouais. J'ai cherché un terme plus mécanique, mais je l'ai plus en tête. Je l'avais à l'époque. Parce que c'est très mécanique, tout ça. Hein. Bien sûr. C'est très, très simple, tout ce qui se passe. Donc oui, j'ai eu des élongations au bras, des tendinites au poignet, à l'épaule, et c'est à tel point que je pouvais plus ouvrir de porte, je pouvais plus faire ce mouvement-là. Donc jouer du piano, ça devenait compliqué, jouer des claviers aussi. Et il n'y a pas d'autre solution que d'attendre que ça se calme. Il ne faut rien faire. On ne peut pas être en train d'inventer, de rajouter encore de l'effort physique. Sauf que ça n'existe pas de rien faire dans une vie de musicien. Oui, c'est clair. Est-ce que tu avais déjà des choses avant, ou est-ce que c'est vraiment la carrière
musical qui a développé tout ça? Est-ce que non, c'est clairement le rythme de cette carrière. J'ai toujours été plutôt sportive, j'ai toujours fait attention à mon corps, etc. Mais malgré ça, il y a des choses qu'on peut pas éviter. Bien sûr. C'est hyper difficile d'éviter d'être dans un état de fatigue extrême quand on est en tournée. C'est difficile même si on essaye de bien manger, même si on essaye de dormir au max, on est dans un état qui est tellement, tellement particulier qu'il faudrait qu'on soit traités comme des athlètes. Qu'il y ait des gens qui soient là pour nous masser à la fin, pour remettre les muscles en place. Qu'on soit réellement considéré au niveau de la nourriture, au niveau de ce qu'on nous offre quand on va jouer dans une salle. Grave. Que ce ne soit pas un détail. Parce que ça, on y fait attention ou pas? Enfin, est-ce que toi, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais normalement, chaque artiste, en fait, envoie une fiche technique et dedans, on peut spécifier plein de choses. Est-ce que toi, dans ta fiche technique, tu spécifies, par exemple, ton régime alimentaire, ce genre de choses? Est-ce que c'est respecté aussi? Bien sûr. On demande dans le rider, ce qu'on appelle le rider, des éléments de nourriture particuliers. Par exemple, si on a besoin de grignoter dans la loge parce que tout simplement on a eu une journée à rallonge, qu'il n'y a pas eu de pause dans les transports et du coup on n'a pas eu le temps de manger, qu'on a très faim, c'est bien d'avoir des amandes, des noix, des fruits. Après, certains demandent des Mars, des sneakers, du sucre. C'est vraiment à la demande de l'artiste. Et c'est plus ou moins respecté. On n'a pas ça systématiquement. Moi, j'ai l'impression que limite, si tu demandes rien, t'as plutôt des Mars et des sneakers. Ça change un petit peu aujourd'hui. Si tu demandes rien, t'as rien. Faut quand même savoir ça. Si tu demandes rien, ils vont pas forcément faire l'effort de t'accueillir. Ça dépend. C'est vraiment très variable. Ça dépend des salles, Mais c'est vrai que c'est sûr que c'est mieux de demander quelque chose de spécifique et de manière à orienter, en tout cas, peut-être les achats des personnes qui sont responsables de ça. Et après, le catering, c'est encore autre chose qu'on demande pour les dîners. Moi, ça fait 24 ans que je mange plus de viande. Donc, sur toutes les tournées précédentes que j'ai faites, où je n'étais pas artiste, mais je n'étais que musicienne accompagnante, là, c'était un petit peu compliqué d'avoir une demande spécifique parce que je suis pas l'artiste, donc il n'y a pas de raison pour qu'on puisse avoir un traitement de faveur. C'était pas toujours évident de me retrouver dans des salles où le reste du groupe avait, une blanquette de veau et moi, on m'apportait 3 tomates avec un bout de fromage en se disant elle mange pas de viande, donc elle est au régime. Et ça a beaucoup joué aussi sur l'état de ma santé, sur l'état de mon système digestif. Outre le fait qu'on ait un métier qui est directement lié aux émotions. On doit être en connexion avec notre émotionnel pour pouvoir raconter quelque chose sur scène, pour pouvoir transformer cet état en musique, en son. C'est ça l'intérêt aussi de faire de la musique. Donc on est très en connexion avec ces émotions qui fleur de peau, se situent au niveau du ventre. Oui, notre deuxième cerveau. Et pour moi, je pense que c'est même carrément le premier cerveau. Je pense que mon ventre m'envoie les signaux avant même que mon cerveau percute et décide de prendre en compte ce qu'il en est. Donc c'est le fait d'avoir cette partie-là sollicitée constamment, en mouvement perpétuel, ça fait que c'est directement lié à ce que je vais manger. Et en l'occurrence, quand on vit des moments émotionnels forts, ça a un impact direct. Bien sûr. Et donc ça, sur la longueur, en fait, c'est là qu'on voit les effets secondaires, les conséquences que ça peut avoir. Et moi, l'absence de rythme de sommeil, l'absence de repas à heure régulière, l'absence de sport, parce que dans ces moments-là, c'est difficile de faire du sport, donc on n'est plus en train de se régénérer aussi physiquement. Tout ça mélangé à de l'émotionnel, mais c'est beaucoup. Bien sûr, C'est beaucoup, et ça engendre des choses sur le corps. Et la douleur, est-ce qu'elle doit être comme un feu de signalisation un peu qui passe au rouge? Et est-ce que tu t'arrêtes dès les premiers signes, un peu, dès que tu sens des tensions, etc. Et donc, du coup, tu continues pas à jouer en dépit de la douleur? Mais bien sûr que non, on s'arrête pas.
On s'arrête pas parce que la phrase la plus connue dans ce milieu du spectacle, c'est show must go on. Ouais. Donc c'est que quel que soit l'état dans lequel on est, on va au-delà. On va toujours chercher à atteindre la limite et aller encore au-delà. Donc moi, j'ai vécu un nombre de moments, mais incalculables, où je suis allée beaucoup trop loin par rapport à ce que mon corps pouvait endurer. J'en suis même arrivée à avorter sur scène. What? J'ai avorté sur scène sur une tournée où j'étais musicienne accompagnante. Et il fallait que ça assure sur scène. On avait 2h30 de show, il fallait que ça cartonne, il fallait que ça carbure. Donc on n'avait pas le droit vraiment d'être malade. Si on était malade, il fallait prendre un petit médicament et il fallait y aller. Wow. Et il fallait tout donner. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il se passe un truc sur scène qui fait que on génère une force très puissante. Oui. Et on va au bout du concert. Ouais. Et une fois qu'on a terminé le concert, là, vraiment, on tombe malade. Vraiment, on sent les symptômes. C'est l'adrénaline, en fait, qui se concentre et qui te pousse, en fait, à aller jusqu'au bout de toutes tes limites. Tu sens même plus que t'as mal, tu sens plus que t'as faim, tu sens plus rien, en fait. Donc, c'est très intéressant. Je suis montée sur scène avec des cystites. Et le temps du concert, ça allait. Et puis, je sors de là et je suis dans tous mes états et ça va pas et ça empire. Tu te transcendes, en fait, complètement. Complètement. Ouais. Mais par exemple, la phase de l'avortement, c'est juste que j'ai pris une pilule qui devait stopper le processus de gestation. J'avais un jour off le lendemain et le 3e jour, je prenais la 2e pilule qui me faisait générer les contractions pour expulser le fœtus. Et en fait, la première pilule a fait effet le lendemain pour tout. Waouh, ok. Sauf que le lendemain, moi, bien évidemment, j'étais sur scène, j'avais prévu que ça pouvait marcher, sauf que déjà, me mettre dans cette situation et prévoir ce truc-là, ça va pas. Psychologiquement, c'est pas du tout une bonne idée. Non, c'est clair. Sauf qu'on est tellement habitué à se donner et à tout donner que on réfléchit pas. C'est presque mise en danger. Je me suis complètement mise en danger parce qu'en fait, ça a fait que, suite à ce concert qui a été surréaliste, parce que j'ai compris que quelque chose de pas net était en train d'arriver, donc j'ai prévenu le batteur et je lui ai dit, écoute, je suis dans cet état-là, s'il m'arrive quelque chose, au moins, toi tu sais, j'ai prévenu l'habilleuse et j'ai tenu tout le concert. Je sais même pas comment j'ai fait. Mais à la fin du concert, je suis pas allée faire le salut de rappel, j'ai couru dans une loge parce que j'étais ensanglantée. Okay. Donc, personne n'a rien vu, personne ne s'est rendu compte de rien. Personne ne s'est rendu compte, Et suite à ça, j'ai passé 2 jours aux urgences avec une inflammation et une infection générale. Ok, wow. Donc, c'était pas du tout une bonne action, mais c'est pour dire l'état dans lequel on se met et les situations dans lesquelles on arrive à être Par quoi, justement? Alors, c'est un mélange de l'espèce... Il y a l'amour de la musique, il y a la passion pour ce métier, la passion d'être sur scène, et puis une espèce de défi personnel de se dire, je peux aller au-delà, je peux encaisser ce genre de choses. Et en fait, pour qui? Pourquoi? On allait te demander si, par rapport à ton entourage pro, si justement ils étaient à l'écoute, etc. Mais en fait, c'est presque par toi que ça doit passer, ce truc de poser des limites. Exactement, parce que ça, c'est une conversation que j'ai eue avec plusieurs copines musiciennes dans ce métier, dans cette grosse industrie de la musique, et qui, elles aussi, sont passées par des phases pas faciles, notamment des opérations de dernière minute, des choses qui ne peuvent pas attendre, sinon qui mettent leur santé en danger, la possibilité d'avoir des enfants plus tard, enfin voilà, des détails absolument importants dans la vie d'une femme et qui n'ont pas été considérés au moment où ça a été présenté sur la table parce que les prods, le principe d'une prod, c'est de faire de l'argent. Donc forcément, les considérations humaines, elles passent après, et particulièrement les considérations humaines des femmes. Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que par rapport... Tout ce qui concerne la santé des femmes, c'est chiant. C'est chiant parce qu'on a nos règles et ça fait chier tout le monde, visiblement. Oui. On nous dit qu'on se plaint beaucoup aussi. Il y a ce côté... On nous dit qu'on se plaint beaucoup alors qu'on se plaint jamais. En réalité, je connais pas beaucoup de femmes qui se plaignent, moi, dans ma vie. J'ai pas beaucoup de femmes autour de moi que j'entends dans la plainte. Au contraire, j'observe des femmes gérer des situations
pas évidentes. Je trouve aussi, ouais. Prendre sur elles, parce qu'elles peuvent, parce qu'on le peut, parce qu'on a pris l'habitude de ça aussi. Exactement. Et qu'on a une espèce de super pouvoir d'adaptation et de transformation des choses. Ouais. Sauf que ça joue pas en notre faveur. Pas du tout. Donc, il y a un truc à remettre en place au niveau de notre propre mentalité par rapport à nous-mêmes et par rapport à notre corps. Je suis hyper d'accord. Hier, Alex est venu à la maison pour qu'on prépare justement ce rendez-vous. Et moi, j'ai écouté un podcast il y a pas très longtemps qui remettait en question la notion de résilience. Parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup comme si c'était une super qualité. Ouais. Alors qu'en fait, c'est certes une qualité parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir se protéger de ce qui nous arrive et que notre psyché, elle ne s'effondre pas. Mais à la fois, en fait, c'est aussi la porte ouverte à toutes les limites dépassées, finalement. Du no limit, ouais. Exactement. Et de se dire, en fait, une femme, entre guillemets, peut tout endurer, alors qu'en fait, peut non. tout encaisser. Il faut savoir se dire juste qu'on n'a pas eu le choix. Ben oui, c'est jusqu'à présent. Donc c'est un truc qui s'est installé par défaut. Exactement. Mais on n'est pas faite pour subir constamment. Et finalement, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, de par le fait que nous, on ait conscience de ça, et qu'on se dit, c'est bon, je vais pouvoir gérer, et qu'il y a un truc qui est intrinsèquement installé dans l'inconscient collectif de cette société, qui dit que ça va le faire, c'est une femme, quoi. Ouais. Sauf que pour moi, la résilience, j'ai pas de quoi être fière. C'est ça. D'une résilience, je sens que les femmes vivent ça et passent par ça depuis le début de l'histoire de l'humanité. Mais c'est pas par choix. Et qu'il il est grand temps qu'il y ait ce changement en tout cas de point de vue et de considération. Tranquillement, on y arrive, petit à petit, juste à la prise de conscience. On n'est pas encore dans le changement. Toi, t'as l'impression que ça a changé autour de toi, du coup? Depuis, est-ce que t'en as parlé déjà plus de tout ça? Et est-ce que tu vois des choses s'opérer, que ce soit dans ton équipe, que ce soit dans les salles, dans les festivals qui t'accueillent, etc. Est-ce qu'on prend ça en considération? Alors, il y a des choses qui ont bougé. Les gens ont tellement d'allergies de nos jours que c'est un truc qui commence à se savoir et donc c'est un petit peu moins jugé. Et au moment où il y a une demande de rider avec des menus particuliers pour les personnes, par exemple là en ce moment je tourne avec un orchestre, on est 16 sur la route, il y a forcément des régimes très, très particuliers, des allergies. Il y a un petit peu plus de conscience maintenant de la part des salles qui font un effort et pour d'autres c'est très compliqué. Pour d'autres il y a une espèce d'absence d'entendement en fait, de ça. De lucidité. Ça les emmerde un peu et en même temps ils n'ont pas envie de faire l'effort de comprendre. Ça demande de l'effort. Quand ça demande de l'effort, il n'y a pas envie de prendre les mesures pour. Moi, j'ai souvent l'impression de passer pour une diva. Bien sûr. Parce que depuis ma transplantation, en fait, j'ai forcément des contraintes alimentaires qui sont dues aux anti-rejets que je prends. Et typiquement, tout ce qui est viande crue ou pas assez cuite, poisson pareil, et œufs pareil, je peux pas manger, en fait. Et je mange pas trop de produits laitiers avant de chanter non plus, parce que toi-même, tu sais que ça fait des trucs dans la gorge pas cool et que ça gratouille. Et donc, en fait, j'ai pas mal de contraintes. Je dois boire de l'eau aussi minérale. Et c'est vrai qu'on est quand même pas mal passé à la gourde, etc. Et du coup, j'ai l'impression d'arriver. Et en fait, je veux juste manger pour monter sur scène, pour faire le spectacle que j'ai à faire. Et c'est une charge mentale énorme que de devoir leur dire, non, ça, je peux pas, etc. Un jour, il y avait de la mousse au chocolat au dessert. Il y avait des œufs maillots en entrée, donc j'ai pu manger ni l'un ni l'autre. Et au milieu du plat, je pense qu'il y avait genre un carpaccio ou je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, tu te retrouves effectivement à manger 3 brocolis et tu dois faire 1 heure de show où en plus on attend de toi que tu sois au top. C'est ça. Et c'est un truc. Et c'est ça qui est incroyable parce que moi, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois et donc je mange pas dans ce cas-là. Je mange de l'air et puis je bois de l'eau. J'ai développé moi aussi des allergies intestinales sur ces 3 dernières années qui sont tellement hardcore que effectivement maintenant mon rider il est effectivement insupportable. Insupportable et les gens se disent c'est une diva de folie, qu'est-ce qu'elle a celle-là. C'est des coquetteries en fait, c'est pas du tout. Et là, je suis là, je demande pas des huîtres.
C'est ça. J'aimerais me permettre d'être une diva et organiser ce genre de choses. Mais c'est pas le cas. Là, en fait, il en va de ma bonne santé. Et j'ai les intestins poreux. J'ai une allergie terrible aux champignons, aux levures, donc on en retrouve partout. Donc je me prends la tête à expliquer et à préparer des menus pour les gens de manière à ce qu'ils n'aient pas à réfléchir trop. Ouais. Mais malgré ça, c'est une tannée. C'est compliqué parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vient d'un milieu on est dans un milieu qui a été considéré longtemps comme du divertissement d'une manière très peu sérieuse. On est des saltimbanques. On vient pour attirer l'attention des gens quelques instants, qu'ils oublient leur quotidien, que ça leur fasse du bien. Mais l'impact... Purement récréatif, ouais. L'impact de l'art, en réalité, est beaucoup plus important que la plupart des gens veulent bien laisser paraître. Il faut... à une époque actuelle où les news sont tellement hardcore, toute l'actualité est à vomir. Ce qu'on entend, ça atteint des cimes au niveau du cynisme des gouvernements, les réactions de certaines personnes. Bref, on est vraiment en train de vivre une apothéose de négativité autour de nous. J'ai l'impression qu'il y a que du down et de la darkness. Et qu'est-ce que ça... Et nous, nous, on arrive, on vient ramener de la lumière quand même là-dedans. On vient chanter des chansons qui font du bien aux gens. Ouais. On se fait du bien à nous. Donc, on arrive dans une position finalement de guérisseur. Oui, c'est du soin. C'est du soin. On élève les consciences. On fait prendre en conscience certains thèmes, certaines choses par la douceur. Parce que même si on peut envoyer une vibration un peu dure au niveau d'une rythmique, ça réveille les gens et puis ça les met dans un état différent. Ça leur permet de vivre un moment ancré dans le présent, ce qui est absolument vital parce que sinon, c'est toujours le cerveau qui est en train de se fixer sur l'avenir ou alors sur le passé. On est rarement en train de vivre là, maintenant. Les concerts permettent ça, la musique permet ça, tout d'un coup de s'enfermer dans une altération de la vibration de l'air, tout simplement. Ouais. Après, t'es dans le soin, mais qui prend soin de toi ? Et c'est ça. Complètement. Qu'est-ce que ça dit finalement de l'entourage, de cette industrie ? Alors l'industrie, on n'y est pas. Parce que l'industrie, on rappelle quand même que si on dit industrie, ça veut dire chiffre, ça veut dire rentabilité. Donc, dans un système comme celui-là, ce serait contradictoire de demander de la considération. L'empathie ? Et de l'empathie. Ça ne matche pas. Ça ne matche pas avec le capitalisme non plus. Donc, ce sont des décisions personnelles. Moi, il y a un moment donné où je me suis dit qu'il fallait que je trouve les moyens de me faire du bien, de trouver les personnes qui allaient me faire du bien. Carrément. Sinon, ça allait sérieusement partir en vrille physiquement et j'allais prendre cher. Et surtout maintenant que je m'occupe de mon projet et que je ne suis plus en train d'offrir cette énergie aux autres, je me la donne à moi-même, donc il faut que tout aille dans le même sens, il faut que je me fasse du bien. Et c'est pas facile. Mais comment t'es passé du no limit au fait de te prendre en considération ? À quel moment t'as switché ? En étant malade. En étant malade d'une manière tellement hardcore que en arrivant à un état qui fait que je peux plus rien avaler, donc ça, j'ai plus d'énergie. Si j'ai plus d'énergie, je peux plus chanter. J'ai plus de corps, et puis en faisant des burn-out aussi, avec mon corps qui me dit « Ok, non, on peut plus ». Ça veut dire que tu as des séquelles irréversibles ? Les intestins, ouais. Clairement. Tu parles de burn-out, moi ça me fait réagir parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'industrie s'intéresse un petit peu à ces questions parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, comme tous les artistes sont en burn-out quasiment, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent continuer à vendre des trucs, il faut que les artistes restent quelque part un peu à flot. Et c'est pas forcément une empathie qui est, sincère. Saine, ouais. Et saine. En revanche, ça fait forcément naître soit ça d'un côté, pour les plus humains et humaines d'entre eux et elles, ou alors ça fait prendre que des petits et des petites jeunes qui n'ont du coup pas d'antécédents quelque part,
Et ce sont des personnes qu'on va finalement un peu broyer jusqu'à ce que ces personnes puissent plus être utiles ou trop fatiguées ou malades, etc., etc. Puis après, on va commencer avec d'autres personnes, etc. Et c'est un peu une boucle infernale, quoi. Enfin, et ce qui me rassure quelque part, c'est que cette année, je suis commissaire égalité, diversité à la SACEM. Donc ça, c'est tout nouveau pour moi. Je découvre un petit peu ce monde-là. Et alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais on a commencé à travailler cette année sur justement cette question du soin des artistes et comment on peut accompagner ça et d'essayer de trouver des fonds, surtout, parce que finalement, on en revient aussi à ça, à la question de l'argent. Comment est-ce que tu trouves les moyens financiers pour te soigner? Parce qu'en fait, on est payé quand même une misère. Faut pas. Tout le monde parle des intermittents, etc., etc. Il y a des artistes qui sont très riches, mais la plupart d'entre nous, moi personnellement, j'ai aucun problème à dire, je gagne 177 € bruts par concert. Voilà, ça c'est mon salaire. Donc les gens pensent que j'ai percé. Je sais pas ce que j'ai percé à part mon portefeuille, mais en vrai, ça coûte de l'argent d'aller chez le psy, d'aller chez, je sais pas, voir un nutritionniste par exemple pour ton ventre, de payer l'ostéo, etc., etc. Comment toi tu fais? Comment tu t'en sors en fait avec toutes ces questions-là et tous les soins que tu essaies de te prodiguer, quoi? Oui, est-ce que tu as fait surtout tes propres recherches? Est-ce que ça t'est tombé dessus? Est-ce que tu as dû investiguer toute seule ou on t'a aidé dans ce processus? Alors oui, c'est sûr que j'ai un peu digué par moi-même. Et après, c'est surtout en parlant avec des copines. On se refile des plans. On se refile les plans, on se dit « Ah, ça me fait penser à tel pote qui a vécu ça, peut-être que ça peut être intéressant pour toi. » Et en fait, on est un peu conscientes les unes des autres. Ouais. On se rappelle un peu l'état dans lequel on est. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui pop-up, qui nous fait penser à l'une d'entre nous, on donne tout de suite le conseil. On ne dit pas assez ça, d'ailleurs. Hein. J'ai l'impression qu'on vous met toutes un peu en compétition. Enfin, l'industrie voudrait vous mettre en compétition. Mais en dehors de ça, il y a vraiment une entraide qui est assez forte. Oui. Et je pense que c'est en croisant les expériences qu'on avance. Et... Moi, j'ai découvert la sororité avec des chanteuses. Ouais. Alors que, effectivement, la légende dit que... les le chignon. Ouais, voilà, les chanteuses veulent toutes tirer la couverture à elles et c'est pas vrai. De même que les femmes, d'une manière générale, s'entraident beaucoup. En vérité, dès que la démarche est engagée, on se rend compte que c'est fait d'une manière honnête et profonde et pérenne aussi. Donc moi, j'ai pu ressentir, en tout cas, une aide venant de la part de collègues à moi, toutes femmes, et qui m'a beaucoup aidée. Ça m'a soutenue à des moments qui ont été assez charnières sur ces dernières années. Et parce qu'effectivement, toute seule, c'est difficile de s'imaginer des choses. Et puis, il y a des choses qu'on ne voit pas et il suffit qu'une autre personne présente un argument auquel on n'avait pas pensé et hop, ça ouvre le cerveau vers une nouvelle direction. C'est difficile de se soigner soi-même. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a des hommes qui t'ont aussi aidé ou pas? Parce que là, on parlait beaucoup de femmes. Est-ce qu'il y a des gens qui, je sais pas, t'ont apporté des solutions, quelles que soient les pathologies, ou juste un soutien aussi peut-être plus moral, psychologique? Des professionnels, tu veux dire? Ouais, je parle des professionnels. Non. Même d'autres artistes. Les professionnels hommes ont été plutôt décevants. Après, c'est pas... je sais pas si c'est un hasard ou pas, mais... c'est une expérience, en tout cas. C'est une expérience, ouais. Ils étaient peut-être trop installés dans un truc peut-être un peu trop carré. Okay. Là où il fallait chercher... la souplesse. Ouais, de la souplesse et puis quelque chose de différent de ce qu'ils connaissaient, peut-être plus adapté à mon profil. Donc, je me suis confrontée à des patrons de solutions qui étaient un peu sur des rails de choses qui existaient déjà. Il y avait quelque chose de plus subtil à aller chercher. Okay. Et quels sont les traitements peut-être que tu suis, le protocole que tu as mis en place pour te soulager, pour dénouer les tensions Est-ce que tu as un petit rituel finalement quotidien
Tu parlais d'athlètes tout à l'heure. Les athlètes, ils s'étirent. Il y a toujours une phase d'échauffement. Ouais. Est-ce que finalement, j'ai l'impression qu'un artiste, avant de monter sur scène... Ouais, moi, je m'étire beaucoup. Je m'échauffe vraiment comme si je montais sur un ring. Ouais, voilà. Je m'échauffe énormément. Combien de temps à peu près, je me prends... Moi, j'aime bien avoir 2 heures avant le concert. Cool. Pour chauffer la voix, préparer mon corps. Parce que me maquiller, finalement, ça prend pas beaucoup de temps. Mais par contre, c'est installé dans ce moment-là qui est réservé à la concentration dans laquelle je vais avoir besoin de me mettre pour pouvoir atteindre un état de transe ou d'auto-hypnose par la suite durant le concert. Donc, il faut ce moment, il faut cette espèce d'entrée en matière avec soi-même avant ça. Et ça passe par énormément d'étirements et d'exercices physiques. Mais j'ai aussi réappris à respirer. Ouais. Oui, ça pareil, on le dit pas assez. Et en fait, c'est la base. Ouais. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la respiration, ça sert à rien de bosser sur le reste. Mais même quand on fait du sport, tous les professionnels, un peu les coachs, etc., ils disent n'oubliez pas de respirer pendant les séances. Et oui, ça paraît assez bizarre, stupide de dire ça, mais c'est parce que je pense que 95% de la population ne sait pas respirer. Parce qu'on ne nous apprend pas ça à l'école. Ça fait partie des choses qui devraient être basiques et en fait, on nous l'apprend pas. Et tant qu'on ne l'apprend pas, on met en place des réflexes physiologiques, physiques qui sont les mauvais et dont il faudrait se défaire. Et qui soignerait une bonne partie des angoisses, des névroses et du stress qui existent. Et moi, c'est en allant voir une personne qui m'a dit, en fait, oui, vous avez des allergies, oui, ok, on va enlever des aliments, ça va vous faire du bien, mais avant toute chose, vous allez apprendre à respirer parce que là, votre diaphragme, il est coincé. Mais comment ça, je suis chanteuse, je sais poser ma voix, Ah ouais, allez-y. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais l'impression que je savais pas respirer, et de le faire devant lui. Je me suis dit, voilà, t'es bloqué. Voilà, je respire. J'ai fait de l'asthme, mais du coup, il m'a dit, on va reprendre à zéro. Ouais. Et il avait raison, et c'est l'exercice que je continue à faire au réveil tous les matins, avant de m'endormir. Dès que je suis dans des transports, dans une position assise, j'en profite pour faire ces exercices spécifiques de respiration. Ça prend quelle forme? Tu peux nous en parler? Ça veut dire gérer où est-ce qu'on envoie l'air. Est-ce qu'on l'envoie dans le ventre? Est-ce que c'est dans les poumons? Est-ce que c'est là, derrière, au niveau des reins? Est-ce que c'est en haut du dos? Et se dire que quand on a mal, c'est bien d'aller envoyer de l'air là où ça fait mal, pour que ça circule. Et en plus, le cerveau peut le faire. Et le cerveau peut le faire. Mais comment ça marche, ce truc-là? Et en fait, c'est un véritable entraînement physique. Et ça, c'est génial parce qu'effectivement, ça a soigné, en tout cas, ça a apaisé tout l'aspect nerveux qui était lié à ces douleurs et à ces spasmes des intestins. Le fait de calmer un peu les nerfs, forcément, ça a eu une conséquence directe sur la douleur. Et est-ce qu'il y a aussi des douleurs spécifiques à ta pratique du piano? Parce qu'effectivement, quand on fait du piano, on est assis, donc il faut forcément adopter une posture qui soit suffisamment agréable droite. Peut-être qu'on oublie un peu ces gestes-là aussi dans un concert performance. Clairement, oui. J'ai joué pendant des années debout, avec plusieurs synthés, donc dans des positions qui n'étaient jamais adéquates, en talons, donc avec le pied en appuyant sur la pédale. Super l'ergonomie. Non, c'est pas du tout adapté. Je me suis fait mal durant ces années-là, et à force de me faire mal, je me suis dit que j'allais me trouver des chaussures adaptées à ce que je voulais faire, adaptées à la scène, mais aussi adaptées au jouage. Et quand j'ai entamé ma tournée piano solo il y a 4 ans, bientôt, je me suis souvenue de mes cours de piano. Et je me suis souvenue de l'enseignement de ma prof qui était comme un maître à l'époque, qui a été vraiment qui m'a transmis un enseignement de la musique et de la vie. Les deux allaient de pair. Elle m'expliquait comment chaque fréquence, chaque tonalité que j'allais utiliser allait résonner sur un organe en particulier du corps. Donc je me suis rappelé tout ça et j'ai fait hyper attention à ma position parce que j'étais tous les soirs sur scène. J'ai enchaîné peut-être 190 concerts.
Et je me suis jamais fait mal. Parce que j'avais déjà commencé à prendre conscience de tout ça. Je me faisais des étirements tous les matins, tous les soirs. J'avais une espèce d'obsession sur la respiration aussi. Mais je me suis un peu enfermée avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai été très peu sociable à ce moment-là. Ouais. Il s'avère que je passais aussi par un deuil, donc ça m'a aidée à être un peu centrée. Mais ça a changé complètement ma perception de la performance sur scène. En fait, on peut faire des performances incroyables tous les soirs et donner énormément d'énergie sans la gaspiller. Ouais. Et ça, c'est des techniques de sportifs. Ouais. Complètement. C'est des techniques de kung-fu. Ouais. Et c'est marrant ce que tu me dis parce que ça me fait vibrer. En plus, tu viens de parler de deuil et tout. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi peut-être lié à ça, au niveau peut-être plus spirituel et philosophique, de se dire que c'est probablement pas la dernière fois aussi, d'avoir une sorte de confiance en la vie, de dire je continue demain, je continue peut-être après-demain, même si tu sais pas ce qui peut se passer, mais de pas tout donner de façon trop maladroite tous les soirs. Exactement. Enfin, tu vois, genre de pas vomir quelque part presque tes émotions sur ton public et d'avoir un rapport plus sain avec l'énergie qui est échangée quelque part, même dans la salle. Enfin, cette énergie, elle circule et plus elle est juste quand elle part de toi et plus elle est juste quand elle revient aussi. Et quelque part, c'est un truc qui est presque plus positif au final que de s'envoyer des trucs. C'est assez violent finalement. Mais c'est là qu'elle se met à circuler réellement. C'est ça. C'est que quand on a atteint cet état-là. Exactement. Et on le voit en plus sur certains concerts, tu vois quand c'est forcé. Enfin, tu vois, c'est pas forcément voulu, mais on voit parfois que c'est maladroit et que, en fait, l'artiste, et moi, ça m'est arrivé, hein, je dis ça à no shade, hein, mais parce que je me sens justement faible ce soir-là, de donner plus pour essayer de compenser. Exactement. Alors qu'en vrai, il faudrait juste se connecter à l'émotion et à l'état du moment pour donner vrai plutôt que donner trop. Enfin, il faut filtrer, en fait, ce qu'on donne. Parce que je parle encore une fois de longueur et de pérennité, mais c'est à force de répéter les choses, les mauvais mouvements qu'on se fait mal, c'est à force de balancer son énergie n'importe comment qu'on récupère jamais. Ouais. Et c'est en même temps très difficile d'avoir une conscience de ça, parce que dans l'apprentissage de la musique, on nous parle de l'instrument. Ouais. On nous parle peut-être de la tenue du corps. On nous parle pas de ce que ça a pour conséquence physique, une tournée longue. On nous parle pas de la réelle conscience de notre être au-delà même du corps, mais aussi psychologiquement tout ce que ça va installer en nous. C'est un métier qui est très difficile. Où qui est complètement aléatoire, où on est la plupart du temps dans la survie. À des moments, on souffle un peu plus, puis ensuite on repart. C'est une espèce de lutte perpétuelle. On ne peut jamais trop relâcher le cerveau. Sinon, on tombe dans l'oubli beaucoup trop facilement. Quand j'ai accompagné des gens pendant 12 ans. À partir du moment où j'ai décidé que j'allais plus accompagner les gens et que j'allais faire mon projet, au bout de 6 mois, plus personne m'appelait. Alors que pendant des années, j'avais un coup de fil par semaine et on me proposait des plans constamment. En 6 mois, c'était plié. Ouais. Donc, ça pousse, finalement. Tu vois, j'ai beau être sur le moment, me dire c'est super, j'ai une carrière bien avancée, bien installée. En fait, non, ça va super vite. Ça va hyper vite. Et donc, encore pire avec un projet perso. Ouais. Où on est responsable de ce qu'on sort, de ce qu'on crée. Donc, si on s'arrête de créer, il n'y a personne qui va le faire pour nous. Donc, on ne se permet pas. De guérir et de... Ouais. Dans ce contexte-là, ça me paraît assez difficile de s'aménager un espace. On se fait du mal, justement. Il y a beaucoup cette notion de sacrifice. On en avait un petit peu parlé, je l'entends beaucoup aussi dans le monde de la musique. Comment tu te positionnes par rapport à cette idée aujourd'hui ? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens encore ou pas, ou ça dépend des moments Jusqu'à il y a peu, c'était clairement installé.
Et là, depuis ces derniers mois, j'ai commencé à voir le truc autrement. Me dire que si je fais certains choix, c'est pour les assumer, c'est pas pour les subir. Donc j'aimerais enlever la notion de sacrifice ou concession et que ça soit remplacé par faire un choix et ensuite faire ce qu'il faut pour que ce choix soit le bon et se retourne pas contre moi. Mais j'ai été effectivement dans le sacrifice. Je me suis sentie me dire c'est pas grave, on y va et c'est comme ça que ça doit se passer. Et j'ai plus envie de ça. J'ai envie que les choses soient faites en pleine conscience. J'ai rencontré des artistes il y a pas si longtemps qui ont un buzz assez flagrant, récent. Donc il y a pas eu forcément. Oui, ils ont explosé d'un coup. Ouais. Plus de 3-4 années de travail derrière ça. Et qui refusent les avances de tournée qui leur sont proposées. Alors qu'on sait que c'est quand même le nerf de la guerre. Ouais. Sachant qu'on gagne plus d'argent en vendant des disques et qu'on se fait complètement entuber sur les streamings. Ouais. Coucou les plateformes. Petite dédicace. Il reste le live. Il reste les concerts. On se rémunère en grande partie. On gagne notre vie sur les concerts. Donc c'est assez étonnant pour moi de rencontrer des nouvelles générations qui disent non à ça. Et qui disent non en pleine conscience, en disant mais en fait j'en ai fait un peu et ça me fatigue vraiment et puis je me sens pas bien et ça me nourrit pas. Donc ça va pas. Donc je préfère décider que non. On fait 3 dates vraiment très spécifiques qui vont amener des plans, enfin des vrais targets, mais pas de sacrifice. J'ai trouvé ça ultra intéressant parce que ça sous-entend qu'en fait, on peut aussi commencer à installer une autre manière de vivre de la musique et essayer de le faire autrement. Même et ça part de nous. Et c'est ça qu'on oublie. Exactement. C'est-à-dire que là, c'est pas une production qui vient installer... Parce que c'est toujours très difficile de prendre des décisions personnelles. J'y pensais par exemple avec l'écologie, le fait de sortir des disques. Moi, j'adore les vinyles. Mais c'est un gaspillage de plastique de fou, ne serait-ce que l'emballage. Donc je me dis, ok, est-ce qu'on peut faire des versions sans emballage ? Ça coûte un petit peu plus cher. On met des petites étiquettes pour fermer le disque. Comment on s'y prend ? Sauf que derrière, par exemple, il y a des labels ou des partenaires qui disent oui, mais nous, on a besoin de coller des étiquettes avec les sponsors ou les gens qui ont participé, ou trucs qui vont faire que ça vend mieux. Donc pour ça, il nous faut le plastique. Et donc le truc se fait couper à la racine, en fait. C'est-à-dire que la bonne initiative qu'on a pu avoir, elle va pas forcément arriver à son but parce que sur la chaîne des gens qui font partie du système, on se fait stopper. Et c'est très difficile pour un artiste de dire non, je vais pas tourner parce que les prods, ils touchent des droits SACEM aussi et là-dessus, les éditeurs, etc. Donc c'est très intéressant de soulever ce point de vue, ce nouveau point de vue des nouvelles générations qui se disent ouais, non, moi, ça me saoule. Et puis qui se posent pas trop de questions. Ouais. Et est-ce que toi, il t'est arrivé d'annuler des concerts pour ton propre bien ? Jamais. T'as jamais annulé de concert ? Ah non. Putain, mais t'en as fait un paquet en plus. Hein. Ouais, je vais au bout mais parce que j'ai franchi ma limite beaucoup trop de fois. Alors c'est très étrange parce que ça donne de la force. Donc sur le moment, on se dit j'ai bien fait. Et la relation avec le public est tellement dingue qu'on se fait du bien. Ouais. Tu le paies ensuite. Mais je redis encore, à terme, sur la longueur, c'est pas possible. Est-ce que d'ailleurs, c'est le plus dur, c'est pas justement dans ces moments-là les rechutes, c'est-à-dire que tu te soignes à certains endroits, puis finalement tu recommences à repousser la limite et tu te refais mal. Comment tu gères en fait cette espèce d'équilibre qu'il faut absolument trouver ? Je gère pas toujours. Mais ces derniers temps, j'ai senti la limite. Donc, j'ai senti le moment où je me suis dit, c'est là. Là, ça y est, on y est. Qu'est-ce que tu vas faire ? Et c'est à ce moment-là que j'ai mis en place cette sorte de filtre de l'énergie, de me dire, ok, j'ai pas le choix, il faut que je tienne encore un mois, il faut que j'aille là. Mais je vais essayer de pas perdre de l'énergie à tel moment. Là, après tel concert, je rentre directement à l'hôtel et je fais ce qu'il faut pour redescendre un peu plus vite, parce que c'est très difficile de redescendre de l'état dans lequel on est après un concert. Il y a l'adrénaline qui... Ça m'envoie sur Pluton, donc le temps de revenir sur Terre, c'est vraiment... Oui, puis t'arrives pas à trouver le sommeil, souvent t'as le palpitant qui est à fond.
Donc, développer des techniques pour pouvoir calmer, faire baisser le pouls. Okay. Qui sont la respiration. Là, c'est que des techniques de respiration. C'est que ça. C'est vraiment, la base, quoi. Oui, t'as même pas besoin, en fait, d'un spécialiste qui t'accompagne forcément pour faire ces gestes quotidiens. Bah, une fois que tu les as appris, tu les appliques. Mais le plus dur, c'est d'appliquer. Quelqu'un qui te montre, sur le coup, tu dis, bah, ça va, ça. On les appelle les exercices de cohérence cardiaque pour les gens qui connaissent pas. Du coup, en fait, il y a plein d'exercices qui existent où tu peux compter, en fait, le nombre d'inspirations, le nombre d'expirations, le nombre de secondes, est-ce que tu inspires en haut, est-ce que tu inspires en bas. Moi, on m'avait conseillé un livre qui s'appelle Le corps messager. Ouais. Et en fait, j'avais trouvé super parce que ça te donne plein de techniques différentes selon si c'est du stress ou est-ce que c'est parce que tu as mal au ventre, est-ce que tu as une migraine, etc. C'est pas exactement la même façon de respirer. Enfin, tu peux affiner encore les techniques et j'ai trouvé que c'était assez cool. Bah, c'est une espèce d'état de pleine conscience qu'il faut atteindre. C'est-à-dire, dès qu'il y a le premier signal, se dire OK, là, il y a un truc qui est en train de se passer, donc il faut le considérer, donc il faut agir en conséquence. Donc, je sais pas où je sois, je m'allonge sur le sol, vraiment à plat, et je commence à faire mes exercices, et je vais rentrer dans cette concentration pour le faire coûte que coûte. Sinon, c'est mort, je flingue le reste de la journée. Et ce qu'on dit pas aussi, c'est que finalement, ce qui nous fait pas mal aujourd'hui, ça peut nous faire du mal dans 10 ans. Moi, je sais que j'ai une scoliose et... moi aussi. Et oui, et donc non mais tu vois, il y a des exercices qu'il faut faire dès maintenant pour pas être complètement courbé à 70 ou 80 ans. Donc c'est vrai que on le dit assez peu, ça, qu'il faut vraiment prendre soin de son corps pour le futur, en fait. Ouais, mais quand on a 30 ans, on n'a pas envie d'entendre parler de vieillesse. Oui. Quand on passe 40 ans, on commence à comprendre qu'il y a un truc qui s'est mis en place. On se dit, fuck, ça marche plus. J'ai beau faire les 2-3 tips que je faisais avant. Ça coince. Ça suffit pas. Ça suffit plus. Et là, c'est là que tu imagines, tu te dis là, ce qui est en train de m'arriver à une dose minime comme ça. Quand ça va être comme ça, je pourrais plus exercer ce que j'aime le plus faire au monde. Et là, c'est dommage. Ouais, ça ramène aussi à cette question de long terme. Je trouve qu'on est dans une société qui est hyper court-termiste. Et en fait, on oublie que l'idée, c'est de vivre certes longtemps, mais longtemps en bonne santé. Enfin, à quoi ça sert de vivre jusqu'à 100 ans si t'es tout cassé dans tous les sens et que tu peux rien faire? Alors, et pour ça, cette machine, cette machine qui est le corps, qui n'est pas une machine, donc, avance plutôt à un état, pour la plupart des gens, pas tout le monde, mais à un niveau qui est à peu près correct jusqu'à 25 ans. Entre 25 et 30, les gens commencent à sentir les cuites, etc. Ils mettent un peu plus de temps à s'en remettre. Puis après, c'est même autre chose. C'est simplement, si t'enchaînes 2 soirées d'affilée, même si tu t'es pas pris de cuite, tu commences à être plus fatigué, tu récupères moins vite, etc., etc. Et en fait, il faut tenir sur la durée. Et moi, je me rends compte que finalement, j'ai toujours relativement pris soin de moi, parce que c'était mon éducation. Moi, je suis issue d'une famille asiatique et mes parents, du coup, ont beaucoup cette espèce de notion de la santé préventive. Donc, tu fais attention avant à ce que tu manges, à combien tu dors, etc., 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 pour éviter justement de tomber malade. Mais c'est surtout l'opération qui m'a mis un gros coup dans la tronche. Et je me suis rendu compte après ça que, en fait, mon seul moyen d'aller bien, c'était juste d'écouter mon corps. Je sais que c'est con, comme bonjour, mais c'est en fait, le corps est le seul truc qui ne ment pas. Oui, puis c'est votre outil, en plus, vous travaillez avec. La performance, c'est aussi un corps qui gesticule sur une scène. On utilise chaque partie du corps et de la peau quand on est sur scène, particulièrement quand on joue un instrument. Je sais que si il y a un truc qui va pas sur mon corps, ça va altérer mon jeu le soir même. Et tu prends conscience qu'en fait, le truc, aussi en Occident, je trouve qu'on sépare beaucoup le corps et l'esprit, alors que c'est la même chose. Enfin, on est en plein en train de parler de problèmes de santé physique, bursite, les élongations, etc. Je me dis aussi que tout ça, c'est psychologique aussi. Il y a tout ce truc qui circule, et je voulais revenir sur quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, effleuré, mais moi qui me touche particulièrement parce que ces dernières années m'ont amené à me poser ces questions de la vie et de la mort. Et je sais, et on sait, parce que tu en as parlé, que
t'as perdu ton frère en 2020. Et souvent, on prend les artistes pour justement des machines, etc. Et nous-mêmes, on oublie de s'écouter, mais il y a des épreuves de la vie qui te forcent à un moment donné à t'arrêter un peu et à te dire et à faire le point. Est-ce que ça a été ton cas ? Est-ce que cette nouvelle a eu un impact aussi sur ton corps, sur ta psyché, j'imagine ? Et comment est-ce que tu t'es dépatouillé de tout ça et comment aussi tu l'as transformé peut-être ? Alors oui, effectivement, quand on passe par une épreuve de vie puissante, comme celle de l'expérience de la mort, mon premier réflexe, c'est de transformer, c'est-à-dire de me dire « Waouh, c'est tellement puissant qu'il va vraiment pas falloir garder ça à l'intérieur, parce que ça va être dévastateur. » Donc, mon premier réflexe, c'est de vouloir un peu raconter ça, et donc de lui écrire un album, de lui dédier un album. Et en me disant, il faut que cet album, il serve à guérir. Donc, on va composer des thèmes qui vont avoir un lien avec la guérison, ou je vais appeler la guérison, en faisant intervenir l'eau, qui est un élément magique, en ayant recours au feu pour pouvoir renaître après cette petite mort, parce que je pense que quand on perd quelqu'un d'aussi proche et d'aussi... c'est une part de soi qui s'évanouit aussi. Complètement. Moi, je me suis sentie mourir. Donc, il fallait renaître après ça. Donc, beaucoup de thèmes sont nés un peu de cette expérience-là et se sont traduits en musique. Et donc, j'en ai fait un album et j'ai transformé ça assez vite. Ça s'est fait très vite après sa mort. Il est décédé en juillet. Fin septembre, l'album était masterisé. Cet album, c'est La Loba. C'est La Loba, ouais. On peut le nommer, ouais. Et c'est un album dans lequel il y a aussi la sororité. On retrouve aussi énormément de force quand on se retrouve entre femmes et qu'on se raconte. Et qu'on se dit les choses parce qu'on passe par les mêmes choses. On vit toutes les mêmes choses. Donc quand on se raconte ce truc-là, il y a une sorte de process de guérison et de force qui se met en place et qui nous rend imbattables. Donc les premiers temps, j'ai transformé directement en musique ce qui était en train de m'arriver. Sauf qu'on était encore en 2020 et que les salles n'ont pas rouvert avant 2021. Donc il y a eu plusieurs mois sans rien. Après avoir sorti cet album, il n'y a rien. Et durant ces mois-là, j'ai fait une somatisation énorme et c'est là que j'ai commencé à développer toutes ces allergies intestinales parce que le terrain était déjà favorable. Mon système digestif avait déjà été flingué par le non-rythme des tournées, par la fatigue. Donc j'avais déjà un terrain ultra propice pour une niche de somatisation. Quoi. On est là, on est prêt. C'est là que ça va se passer. Et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. J'ai commencé à avoir des spasmes, des douleurs interminables, où ça passait pas tant que je m'évanouissais pas dans mon lit, quoi. Et on a cherché, et on a été confronté à plein de non-réponses pendant des mois, et jusqu'à ce qu'on fasse une réelle analyse complète de la réaction de mon système immunitaire avec tous les aliments. Et là, on a pu mettre le doigt sur certains aliments, 150 aliments qu'il fallait que j'enlève de ton régime alimentaire. C'était beaucoup. Ouais. Donc, t'as mangé que du concombre. Ouais, j'ai mangé des concombres sans les pépins. Ah, waouh. Je pouvais manger des chips. Ah. Ouais. Ok. Parce que... Parce que t'es pas allergique aux chips. Tu vois. Chips salés, avocat. Non, j'ai développé des carences infernales après ça. Enfin, j'ai manqué de tout. Donc, ma santé s'est sacrément détériorée. Et c'est là que la tournée a commencé. Au moment où ma santé était bien détériorée. Ouais. Là, j'ai commencé une tournée. Et dans ce métier, est-ce qu'on manque de professionnels qui agissent en prévention ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une omerta qui empêche l'information de circuler ? Parce que vous auriez besoin qu'on vous accompagne comme un sportif de haut niveau, en fait, qui est vraiment un accompagnement sur H24, en fait, presque. Mais ça, c'est dans la société occidentale d'une manière générale.
Parce qu'en fait, moi, à partir du moment où je me suis mise à faire de l'acupuncture, y a plein de choses qui ont commencé à se régler. Durant toute cette période où j'ai été très amenuisée, finalement, où j'avais vraiment très peu de force, je suis jamais tombée malade. J'ai jamais eu de rhume, j'ai pas eu de crève, j'ai pas eu la grippe, j'ai pas eu le Covid, je touche du bois. Mais ça s'est cantonné juste à ce problème que j'avais là, mais parce que je faisais beaucoup de séances d'acupuncture qui aussi allaient bosser sur le reste. D'accord. Et faire en sorte que tout ne parte pas en vrille parce que j'étais déjà fragile. Bien sûr. Et donc, je continue à voir l'acupuncture comme un système préventif. Ça me soigne de un peu tout ce que j'ai, mais pour moi, je continue à le voir dans le futur pour ce qui va m'arriver prochainement. Mieux vaut prévenir que guérir, quoi. Et ça, c'est au-delà du milieu de la musique, et c'est dans la vie d'une manière générale pour les gens dans cette société, arrêter un peu ce lobby des pharmacies qui soigne une conséquence, qui soigne jamais la cause. C'est ça. Et c'est vrai que contrairement aux idées reçues qui persistent, j'ai l'impression que la prise en charge, ça passe pas forcément par l'arrêt de la pratique. Non. En fait, on peut trouver des moyens de se soulager et de continuer mais oui, parce que son travail, ses performances. L'arrêt de la pratique, ça sous-entend un sacrifice, ça sous-entend un échec, quelque chose que... Donc ça, on le prend personnellement et ça nous fait du mal. Et, c'est un impact psychologique. Et c'est un impact psychologique, et l'impact psychologique va à nouveau avoir un impact physique. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Donc c'est vraiment infini. Et donc il ne faut pas se tromper sur la démarche. Mais ça sous-entend un niveau de conscience perpétuel. Et donc de prendre le temps, celui qu'on ne nous donne pas finalement dans l'industrie, quoi. Exactement. Comme on ne nous le donne jamais, c'est à nous de l'inventer. Ouais, carrément. Vous venez d'écouter... Vous venez d'écouter du coup un épisode de Tamalou, le podcast sur la santé physique et mentale des artistes. Merci La Chica d'être venue à notre rencontre. Avec plaisir. Et en fait, je sais pas si tu as vu derrière le logo là, l'emblème du podcast, c'est un petit pansement. Voilà. Est-ce que toi, tu peux nous confier ton pansement au quotidien ? Qu'est-ce qui te fait du bien ? Comment chaque jour, tu prends soin de toi ? Quelque chose, un rituel, un mantra ? J'en ai plein. On aime. J'en ai beaucoup, des petits rituels du quotidien pour se mettre bien. Ton préf du moment, peut-être ? Mon préf du moment, quand même, c'est de me dire que ça va. C'est-à-dire commencer par ça, commencer par... la journée commence et j'ai envie de kiffer. Donc, je vais remercier un peu ce que j'ai et ce qui va bien. Et c'est comme si je remercie un peu, je sais pas, l'invisible, quoi, les choses qui sont là mais qu'on voit pas et dont on n'a pas conscience. Mais si j'ai un guide spirituel peut-être qui est en train d'œuvrer pour moi, le remercier. Si j'ai me remercier moi-même aussi pour mon état d'esprit de battante. Grave. Mais commencer par ce truc-là de me sentir, en espagnol on dit agradecida. Ça veut dire remerciante, comment on dit ? Ouais. Il y a un mot en français, forcément. Reconnaissante. Commencer par la reconnaissance, parce que ce qui se passe ailleurs sur cette planète est tellement dur. Les humains endurent des choses tellement extrêmes que si moi je veux être efficace un jour et pouvoir faire quelque chose, il faut que je sois OP. Donc il faut que je sois OP avec moi-même. Donc commencer par remercier un peu la condition dans laquelle je me trouve là sur le moment et de me dire que c'est super et que je vais kiffer. Trop cool. Merci. Il y a Saint-Levant, que j'ai vu il n'y a pas longtemps en concert, qui nous a dit souvenons-nous, parce qu'on était à la scène musicale, à un endroit où tu as joué, que en fait, nous, on a la chance d'être ici, on a la chance d'être en France, et que nos problèmes sont des bénédictions. Donc, merci pour tout. Merci aux auditeuristes de nous avoir écoutés, et on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode. Yay. Ciao! Cet épisode a été enregistré dans les locaux du média Mademoiselle. Nous tenions à remercier toute l'équipe et tout particulièrement Inès Pollon et Delphine Baudouin. Un grand merci à nos partenaires, le CNM, l'ADAMI, Audience et la Mission Handicap et Tsugi Radio.
Notre podcast n'existerait pas sans celles et ceux qui ont participé activement à sa création. Au montage, Baptiste Roger et au mixage, Adam Carpels. À l'identité graphique, Zoé Renard. À la gestion des partenariats, Héloïse Gauthier. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, des cœurs, des pouces partout et nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.